Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce début d'année et vraiment tous mes voeux de bonheur, de santé. J'espère que l'année sera plus sereine. Voilà. Ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est de parcourir un document que vous pourrez récupérer, qui est sur le site e-santé.gouv.fr, qui est le document de bilan de l'année 2020 de la feuille de route du numérique en santé. Bon, il n'y a que moi qui vais le présenter, mais évidemment, vous avez compris que derrière ça, il y a des centaines, voire des milliers d'acteurs qui travaillent aujourd'hui d'arrache-pied pour faire avancer le numérique en santé en France. Donc, je suis juste porte-parole d'une avancée collective. Bon, voilà, je ne pourrais pas nommer tous les gens, tous les porteurs de projets, mais globalement, à la fois, c'est porté par des acteurs publics, mais aussi par énormément d'acteurs de l'écosystème, des industriels, des startups, des professionnels de santé, des établissements de santé en national, en régional. Donc voilà, c'est le résultat de notre travail collectif que je vais vous présenter. Alors, on avait déjà fait le même exercice l'an dernier à la fin de l'année 2019, parce qu'au lancement de la feuille de route du numérique en santé, on s'était engagé à être totalement transparent sur ce qu'on avait réussi ou loupé. J'avais toujours dit que s'il y avait des trucs où on avait merdé, ben je le dirais. Voilà, donc vous verrez, il y a quelques points dont on n'est pas totalement satisfait, mais globalement, vous verrez quand même qu'il y a eu un énorme travail collectif cette année. Donc, dans le sommaire, je vous présenterai rapidement un petit bilan des projets numériques qui ont été portés par la puissance publique pour l'épidémie Covid-19. Puis ensuite, un point action par action sur l'avancement de la feuille de route du numérique en santé, ce qui a été fait dans les grandes lignes en 2020. Et puis, ça va vous permettre de voir un petit peu comment on est en train de se projeter sur l'année 2021. Un petit focus que, à mon avis, pas mal de gens déjà ont vu, mais pour ceux qui ne le connaîtraient pas, on fera un point spécifique sur la feuille de route du volet numérique du Ségur, qui est en gros une espèce de booster et accélérateur de la feuille de route du numérique en santé. Et puis, on parlera de quelques perspectives et grands axes pour 2021. Voilà, je vous propose, je ferai des petits points d'arrêt, en gros, après chaque orientation de questions-réponses pour que ça ne soit pas trop indigeste. Et je m'excuse à l'avance d'être le seul voilà, à faire cette présentation. J'espère que ça ne sera pas trop pénible pour vous tous. Alors, un petit point rapide d'abord sur ce qui avait été fait au niveau des projets numériques portés par la puissance publique dans le cadre de l'épidémie Covid-19. Donc, ce que vous connaissez, voilà, toute la partie contact tracing avec Tous Anti-Covid qui intègre une autre fonctionnalité qui s'appelle Mes conseils Covid, de conseils personnalisés. Il y a toute la partie santé.fr qui a été un très gros succès avec le module dépistage Covid pour retrouver les labos ou les pharmacies proches de chez soi pour les tests PCR ou antigéniques, avec beaucoup de visites et voilà, un succès d'usage. C'est un gros système d'information de dépistage national porté puissance publique, industrielle, à PHP, voilà, main dans la main pour faire une espèce d'exploit, donc la collecte temps réel de tous les tests donc PCR et antigéniques français pour un suivi en temps réel de tout ce qui se passe, avec un lien entre ce système d'information et Tous Anti-Covid pour pouvoir générer des codes, pour pouvoir se déclarer comme PCR+, et ensuite pouvoir faire jouer les systèmes d'alerte, notamment au travers de l'application Briser la chaîne, voilà, pour jouer le jeu collectif de la citoyenneté dans la lutte contre l'épidémie. C'est tout le travail réalisé par l'assurance maladie en très peu de temps, donc avec tout le système d'information contact Covid qui a été aussi voilà, franchement ultra efficace pendant toute cette crise, puis toute la partie application on va dire, de conseils personnalisés au confinement, à l'autosurveillance qui s'appelle Mes conseils Covid, qui est accessible depuis l'application Tous Anti-Covid. Puis ensuite, voilà, les autres systèmes d'information civiques utilisés dans les hôpitaux pour faire tout le suivi de statistiques de l'épidémie, le déploiement du SI-SAMU, le répertoire opérationnel des ressources qui a servi voilà, pour tout un tas d'informations dont je vous parlerai tout à l'heure au moment de l'action sur le ROR, des outils de système d'information pour les remontées des besoins en médicaments, en équipement, masques, contre la Covid, que sont Dispostock et Distrilog.
Voilà, donc il y a eu quand même beaucoup de mobilisation aussi côté des systèmes d'information et des acteurs publics à côté des acteurs privés. C'est aussi voilà, des projets multiples et innovants qui ont été menés dans des temps records. Hein. Je ne vais pas lire tout ce qu'il y a sur les slides. Encore une fois, ils vous seront distribués et puis sont accessibles en ligne sur isanté.gouv.fr. C'est beaucoup de partenariats publics-privés qui ont été menés dans cette période. C'est des référencements d'applications. Bon, c'est quand même plein de trucs positifs. Bon, et puis si on regarde le côté frustrant hein, dans la colonne de droite de cette présentation, ben, en fait, comme on est encore voilà, à mi-chemin d'une feuille de route du numérique en santé, ben, en fait, voilà, il manquait encore des briques. L'INS, l'identifiant national de santé, n'était pas déployé partout, donc on galère pour recoller les systèmes d'information. ProSanté Connect, la ICPS est encore à mi-chemin. Donc, pour tout ce qui est authentification sécurisée sur ces systèmes, ben, on a galéré à déployer, à mettre en œuvre. Donc, pour envoyer des informations aux citoyens, on n'a toujours pas d'espace numérique de santé puisqu'il arrivera que début 2022. Donc, chaque fois, on a dû contourner les sujets. Bon, bref, il y a des choses très positives en termes de dynamique, de capacité de réaction de nous tous, mais on voit bien qu'en fait, on paye aussi le prix d'une dynamique du numérique en santé qui a un peu trop tergiversé ces 10-15 dernières années. Et donc, c'est pour ça qu'on est là, pour faire avancer ça et que dans le cadre d'une épidémie qui aura lieu à partir de 2022, eh bien, en fait, tout se simplifie. Alors, je rappelle le principe de la feuille de route du numérique en santé. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà tout ça par cœur, mais bon, pour les quelques-uns qui ne seraient pas trop faits encore de cette feuille de route, donc elle est organisée autour de 5 orientations. Donc, je vais détailler avec des codes couleurs et je m'arrêterai à la fin de chaque code couleur pour une série de questions-réponses avec vous et d'échanges. Donc, le principe général de toute la feuille de route du numérique en santé est intégré dans cette vision de la maison voilà, qui symbolise et qui illustre toute la stratégie du numérique en santé qu'on porte et qui représente quoi? Qui représente la croyance forte qu'on s'en sortira pour faire progresser le numérique en santé que si on avance de façon collective. Il n'y aura pas de mec ou de nana providentielle, il n'y aura pas la solution miracle numérique qui va tout résoudre. C'est dans l'avancée collective de nous tous, avec tous les logiciels, tous les industriels, tous les éditeurs, toutes les startups, les professionnels, les établissements de santé, si on partage le même cadre de valeur et la même vision, et si on avance dans la même direction et plus en mouvement brownien comme depuis 10-15 ans, eh bien, on va faire avancer la e-santé en France, mais collectivement. Donc, le principe qui a été posé, c'est cette vision de la maison qu'on appelle voilà, une logique d'État plateforme où l'État joue le jeu et propose des référentiels socles et des services socles sur lesquels tous les services numériques de santé doivent s'appuyer, ville, hôpital, sanitaire, médico-social. Ces référentiels socles, ces services socles, du bas vers le haut de la maison, ce sont en vert des référentiels, en mauve des annuaires, en orange des systèmes d'authentification. Dans les services socles, ce sont quelques briques techniques. Et puis, la maison, ce sont des plateformes. C'est quoi des plateformes numériques? Ce sont des contenants de services numériques. L'espace numérique de santé pour les citoyens, le bouquet de services pro pour les professionnels et le S-Data pour les data anonymisés pour l'innovation et la recherche. Donc, l'idée générale, c'est que l'État ne développe pas les services à valeur ajoutée, l'État développe les infrastructures. Comme dans une ville, l'État fait le code d'urbanisme, l'État fait les routes, les ponts, le tout à l'égout, le réseau d'électricité, mais ce sont les acteurs de l'écosystème qui font les maisons, les buildings, c'est-à-dire les services à valeur ajoutée finale. Mais tout le monde s'appuie sur les mêmes routes, les mêmes ponts, le même code d'urbanisme. Donc, tout est décrit là-dedans et la feuille de route, c'est rendre compte de l'avancée de la construction de ces briques et des usages de ces briques pour fluidifier les parcours de soins et donner aussi accès aux professionnels de santé et aux citoyens de services numériques et de données de santé de façon sécurisée. Alors, toutes ces orientations, hein, vous voyez sur le schéma du bas vers le haut, hein, elles sont organisées avec des actions découpées pour chacune de ces orientations. Donc, ce que je vous propose, je vous fais un petit point orientation par orientation sur la gouvernance, sur la sécurité et l'interop, sur le déploiement des services numériques SOC nationaux, sur les plateformes numériques et sur tous les systèmes de soutien
à l'innovation, d'engagement et le soutien des acteurs de l'écosystème. Et entre chaque orientation, je vous propose qu'on fasse un petit break pour échanger et répondre éventuellement à vos questions si vous en avez. Donc, côté orientation 1 sur le renforcement de la gouvernance du numérique en santé, donc c'était le tout début de la feuille de route et ça a bien avancé, bien évolué aussi en 2020. Donc, en 2019, on avait créé la délégation du numérique en santé, tout un tas d'instances, de comités pour concerter, co-construire avec l'ensemble de l'écosystème. Vous avez dans la colonne de gauche, bon, voilà, tout ce qui a été organisé cette année, des comités avec les structures, avec les industriels, avec les territoires, avec les professionnels de santé, avec des associations de patients pour co-construire et piloter la feuille de route du numérique en santé. C'est un renforcement des équipes au niveau national, donc de la délégation du numérique en santé que je pilote avec Laurent et moi. Voilà, une équipe super dynamique qui s'est constituée. N'oubliez pas de couper vos micros. Allô? Oui. Oui, n'oubliez pas de couper les micros. Ensuite, voilà, c'est l'intégration, une grande nouveauté de l'année 2020 pour rapprocher la politique du numérique en santé nationale du territorial pour qu'il y ait une vraie cohérence entre les territoires et le national. On a fait rentrer dans la gouvernance de l'Agence du numérique en santé, dont le président est Jacques Lucas et la directrice est Annie Prévost, des collèges d'ARS et de grades pour être sûr qu'on ait vraiment quelque chose d'homogène, de travailler en commun pour qu'on porte tous le même discours, qu'on soit parfaitement cohérent. C'est aussi tout un plan porté par Annie Prévost de transformation de l'Agence du numérique en santé pour la moderniser, la rendre plus proche des besoins de terrain, pour la rendre plus proactive, plus dynamique, plus moderne, plus agile, qui est le plan d'entreprise Transforme 2024, de transformation de l'Agence du numérique en santé. C'est pas mal de nouveaux collaborateurs. C'est un nouveau président suppléant expert du médico-social qui s'appelle le docteur Jean-Pierre Aquino. Et puis, c'est en projet, en perspective, l'Agence du numérique en santé qui rejoindra le Paris Santé Campus aux côtés de l'INSERM, de l'INRIA, du Health Data Hub, etc. C'est ensuite le Conseil du numérique en santé. On n'a pas loupé un seul des rendez-vous malgré la crise Covid. Voilà, tous nos groupes de travail ont avancé. On va le voir sur la fracture numérique, sur la formation, sur le développement économique, sur les bénéfices de la santé. On a créé un groupe médico-social qui a été ultra dynamique cette année pour écrire la feuille de route du numérique en santé. C'est Olivier Véran qui a juste en post-première vague Covid, qui a introduit le Conseil du numérique en santé. Voilà, c'est une dynamique qui a demeuré malgré la crise, certes en visio, moins chaleureux, mais tout aussi impactant. Et c'est la signature d'une charte par maintenant, je crois qu'il y a presque 380 industriels, donc quasiment tous les industriels de l'e-santé en France ont signé la charte d'engagement qui à la feuille de route du numérique en santé. Bon, voilà, je les remercie. Ça prouve vraiment qu'il y a une super dynamique collective puisque, je le répète, on s'en sortira que dans l'engagement collectif. C'est aussi tout un boulot de fond technique. Donc, vous vous rappelez que toute la feuille de route et toute la maison est décrite dans un document précis qu'on appelle la doctrine technique du numérique en santé, dont il y avait eu une première version fin d'année dernière au bout d'un an de travail sur la feuille de route. Et donc la nouvelle version avec un énorme travail de l'ANS avec des contributions sur le site partagé sur santé.gouv.fr qui montre qu'on est capable collectivement d'écrire notre Bible technique, qui est cette doctrine technique du numérique en santé qu'on réactualise chaque année avec des chapitres qui ont été renforcés sur l'identification électronique notamment, avec un gros changement et puis une grosse précision autour des sujets d'identification électronique, un chapitre sur l'espace numérique de santé, un gros sujet sur le médico-social et le plan ESMS numérique. Bon, voilà, bref, un gros travail et ça y est, la doctrine est en concertation et va être publiée. Et c'est une déclinaison de la feuille de route avec un énorme focus cette année, on l'avait annoncé sur le médico-social, avec une feuille de route du numérique en santé déclinée dans le secteur médico-social et qui a été travaillée avec le terrain, avec des contributions individuelles, avec le soutien de la NAP. Donc, côté gouvernance, voilà les grands points, les grandes lignes de ce qui a été réalisé cette année. Action 4,
C'est toute la partie, on l'avait dit, j'assume ce côté un peu idéaliste. On veut que l'éthique soit au cœur en fait de tous nos travaux et guide nos travaux. Voilà, on fait du numérique en santé en France, voilà, avec une tradition de pensée française, européenne, qui doit être respectueuse des libertés individuelles et qui doit être imprégnée et empreinte d'éthique. Donc là, au sein du Conseil du numérique en santé, il y a un groupe éthique piloté notamment par Brigitte Serroussi avec beaucoup de monde qui ont mené tous les travaux que vous voyez à l'écran. Un film grand public avec des scénettes qui s'appelle Pour ma santé, je dis oui au numérique à destination du grand public. Une grille d'auto-évaluation éthique des systèmes d'information hospitaliers. Un guide de bonne pratique pour une éthique by design à destination des start-upers pour les solutions d'IA en santé. Un travail en cours sur un code de e-déontologie à la fois pour le médical et pour les pharmaciens. Des journées animées en région à Toulouse, Nancy, Marseille d'éthique. Un travail qui est en train d'être mené autour de la sobriété numérique et du développement durable avec comme objectif de construire un calculateur de l'impact environnemental d'un SIH qu'on pourra proposer à tout le monde, une grille de l'évaluation éthique des logiciels des LGC, de cabinets, voilà, et puis des organisations en télésanté qui va apparaître et qu'on va publier en 2021. C'est tout un sujet pour répertorier en fait les gros sujets de problèmes de fracture numérique, notamment l'adéquation ou la convergence à la fois des problèmes de couverture réseau et de déserts médicaux pour vraiment faire un focus sur les régions sur lesquelles il faut vraiment avancer et en termes d'infrastructure et d'accompagnement. Et puis, c'est en 2020-2021 tout un tas de projets d'expérimentation, de médiation numérique pour accompagner les citoyens au numérique en santé qui, j'en parlerai un peu plus tard, feront partie des grands axes de l'année 2021 qui sera pour moi l'année du citoyen, qui doit être l'année du citoyen 2021 en matière de numérique en santé. Ensuite, action 5, c'est toute la partie sécurité opérationnelle, cybersécurité. Donc là, vous avez quelques éléments clés de ce qui a été constaté sur l'année 2020, 306 incidents de cybersécurité, avec presque de plus 80% d'incidents dans les EHPAD, 90 demandes d'accompagnement par l'Agence du numérique en santé, c'est 31 GHT audités, donc ça fait à peu près 212 établissements de santé, et donc 4500 pratiquement sous-domaines exposés sur Internet dont les vulnérabilités ont été analysées. C'est la mise en ligne de plein de fiches pratiques sur le site Cyberveille Santé qui a été très utilisé et très visité en fait par les établissements de santé pour avoir tous les conseils. C'est des publications de référentiels très importants dans la PGSSI, donc dans tout ce qui concerne les référentiels socles de sécurité, notamment le référentiel de force probante qui a été mis en concertation avec des travaux de cas d'usage et qui a été publié. C'est un travail énorme, donc là on pourra s'y attarder pour ceux que ça intéresse, qui a été fait pour refondre les référentiels sur l'identité électronique des acteurs et des patients et le contrôle d'accès aux services numériques en santé. C'était un sujet dont on avait annoncé au tout début de la feuille de route qui méritait vraiment d'être revisité, retravaillé à l'aune à la fois d'une concertation mais avec une vraie politique redéfinie. Il y a eu énormément de boulot de travail avec la CNIL pour faire, voilà, pour co-construire une vision acceptable pour la CNIL, mais qui soit plus pragmatique en termes d'usage. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez tout dans la doctrine technique du numérique en santé. Et puis, c'est le succès croissant, en fait, du référentiel de certification HDS, hébergement des données de santé. Côté INS, ben, c'était l'année du lancement, 2020. Donc, vous avez là, je ne vais peut-être pas tout lire, mais énormément de documents, de guides, de travail, notamment le RNIV dont on parlait tout à l'heure. Donc, je suis vraiment super content qu'il ait été publié, qui va devenir vraiment la Bible de l'identito-vigilance en France. C'est les guides d'implémentation de l'INS dans le logiciel. C'est un gros travail d'accompagnement des acteurs, des industriels par le GIE Sésame Vital. C'est des référentiels qui ont été publiés, c'est le téléservice qui a été ouvert, le premier téléservice LO1 de l'INSI, de récupération de l'INS en février, c'est celui de vérification en mode unitaire en juillet 2020 et celui de vérification en masse. C'est des appels au téléservice INSI qui croissent de façon exponentielle. C'est un nombre d'éditeurs. Vous voyez sur le slide, on est à 49. Ce matin, on était avec le GIE Sésame Vital qui nous disait que maintenant on est à 60. Donc, en quelques jours, en fait, ça augmente.
C'est un premier site à PHM qui a été déployé avec les retours d'expérience. C'est un travail de fond et qui a été compliqué, mais qui a été vraiment porté. Et je remercie tout le monde pour la maturité. On a réussi à se mettre d'accord entre les serveurs d'identité régionaux et le national pour une convergence sur la feuille de route nationale des serveurs d'identité régionaux. C'est un énorme travail de l'ANS et des équipes, de Christelle Boulin qui pilote le sujet de webinaire pour embarquer sur l'INS, sachant qu'on va en parler tout à l'heure, l'INS va être un des services socles prioritaires pour l'année 2021. C'est ensuite le travail de fond du GIE Sésame Vital pour construire cette fameuse app CV, donc l'application carte vitale dématérialisée. Avec, vous voyez, voilà, une évolution rapide du nombre d'applications activées pour expérimenter dans les Alpes-Maritimes et dans le Rhône, avec des assurés qui font les tests. C'est la diffusion en octobre 2020 d'un cahier des charges aux éditeurs de logiciels professionnels de santé, et c'est une cible pour 2022 des premiers déploiements. Ça va durer quelques années probablement pour enrôler tous les Français, mais ça sera un moyen à la fois de remplacer sa carte vitale pour le paiement, pour les remboursements, mais ça sera aussi un moyen clé d'authentification citoyenne dans tous les services numériques en santé à destination des citoyens, notamment évidemment l'espace numérique de santé, le DMP, etc. Donc ça avance selon le calendrier prévu et sans retard. C'est un travail aussi concernant les annuaires. Voilà, donc c'est ingrat tout ce travail de fond, mais ça paiera parce que dès lors qu'on a des annuaires de plus en plus propres et de plus en plus carrés, on appuiera tous nos systèmes d'information sur une base de données qualifiée. On voit bien aujourd'hui avec la Covid-19 que c'est ça notre galère, c'est de ne pas avoir des référentiels et des annuaires de professionnels et des systèmes d'authentification suffisamment bien qualifiés à jour. Donc, c'est un gros travail de publication des services d'annuaire santé, c'est des nouvelles intégrations dans le répertoire ADELI de professionnels de santé. C'est la constitution, on s'est engagé depuis le début de la feuille de route de faire évoluer le RPPS vers un RPPS+, à horizon 2022, qui intègre tous les acteurs de santé, donc voilà, du sanitaire et du médico-social, donc avec en perspective le ADELI pour mi-2021 qui doit basculer dans le RPPS, c'est toutes les professions de santé. Là, on enrôle justement, on était en réunion juste avant sur les systèmes de vaccination, le système d'information pour la vaccination Covid. Là, on va enrôler de plus en plus dans le futur RPPS. Bon, bref, là, on est en train de vraiment mettre les mains dans le cambouis pour constituer ce qui aurait dû exister déjà depuis très longtemps, un vrai annuaire de l'ensemble des professionnels de santé accessible à tous les logiciels. C'est le ROR qui avance. Donc, le point clé, c'est que vous savez qu'on a pris la décision dans la doctrine de développer un ROR national. Bon, voilà, alors comme il existait plusieurs ROR, plusieurs instances, etc., il faut qu'il y ait toute une trajectoire qui est un peu longue et un peu douloureuse de convergence et de migration dans un ROR national. Mais bon, on reste dans le match de ce qu'on avait annoncé de construction, même si c'est complexe. En tout cas, on s'est engagé à le faire et on va le faire. Sachez juste, vous l'avez en bas à droite de ce slide, que à l'état actuel des ROR régionaux, ça a été très utile pendant la période Covid, notamment pour le suivi de la disponibilité des lits en soins critiques. Donc, ça a été un vrai outil utile. Donc, imaginez que ça soit vraiment carré au niveau national, ça serait ultra performant dans des situations de crise comme on est en train de la vivre. Et encore une fois, comme je le disais, on est à mi-chemin de tous ces référentiels socles. C'est ProSanté Connect, dont je reparlerai tout à l'heure, qui est vraiment une brique essentielle qui fera partie des 4 briques prioritaires de l'année 2021 à intégrer dans tous les logiciels hospitaliers et villes. Donc, avec des 37 services raccordés, des services qui font le test en bac à sable, des authentifications par mois qui augmentent et évidemment qui ont été énormément boostées par la crise Covid. Là, vous voyez la courbe qui monte en flèche, notamment avec l'utilisation de SIDEP et bientôt du futur système de vaccination porté par l'assurance maladie qui s'appelle le vaccin Covid, qui sera aussi accessible en ICPS avec des acteurs qui pourront, au-delà des médecins, créer leur ICPS.
pharmaciens, infirmiers, voilà, tous ces acteurs qu'on veut mettre dans le RPPS+, dès lors que les logiciels intègrent le standard ProSanté Connect, ben, ils peuvent utiliser, se créer leur carte ICPS sur leur smartphone. Bon, voilà, on est vraiment en train de porter voilà, toute cette partie infrastructure, les routes, les ponts et les réseaux de la ville dont je parlais tout à l'heure. Côté interopérabilité, il y a eu un très gros travail. Et, voilà, moi, je voudrais vraiment rendre hommage à l'équipe de l'ANS qui bosse sur l'interopérabilité. Voilà, qui sont souvent des gens qui travaillent dans l'ombre et je trouve qu'il y a eu une énorme accélération de leur côté avec une refonte de la gouvernance de l'interop pour vraiment travailler en concertation avec la publication de nouvelles spécifications d'évolution dans le cadre, ce qu'on appelle le CISIS, donc le cadre d'interopérabilité, le référentiel SOC, c'est le projet Taton qui, comme chaque année, a été un vrai succès avec beaucoup de tests qui ont été réalisés sur la plateforme Gazelle. C'est un nouvel environnement de test qui maintenant a été acheté au niveau national. C'est un serveur multiterminologie qui va exposer par l'Agence du numérique en santé et mettre à disposition les terminologies référencées dans un format standardisé pour que ce soit beaucoup plus facile pour faire de l'interopérabilité sémantique et de données structurées de santé avec des terminologies carrées plutôt que d'aller chercher ça dans un PDF, etc. On ira les récupérer dans ce serveur multiterminologie, donc il va se construire petit à petit, mais enfin, on est doté d'un outil digne de notre pays et de l'e-santé en France. C'est un travail autour de la concertation, un travail de concertation d'analyse autour de l'utilisation de la SNOMED-CT comme une des terminologies du futur SMT. Et c'est voilà, un travail aussi pour l'équipe Interop de l'Agence du numérique en santé, d'accompagnement de tout ce qui était Covid, sur CIDEP avec Loing, sur des jeux de valeur pour les médicaments, pour Dispostock, voilà, pour les interfaces CIDEP, Vaxi, etc., etc. Donc l'Interop, concrètement, je trouve, avance à vitesse grand V. En 2020, il y a eu vraiment voilà, une énorme accélération de ce côté-là. Côté messagerie sécurisée de santé, je le rappelle, ce qu'on avait annoncé au début de la feuille de route, c'était on va dire, un déploiement massif de MS Santé qui fera partie des priorités de 2021 avec l'INS ProSanté Connect et le DMP, dont je parlerai tout à l'heure, et qui font partie des priorités du Ségur, qui vont être financées par le Ségur. La messagerie sécurisée de santé doit s'étendre à l'ensemble des PS, à l'ensemble des établissements sanitaires, médico-sociaux, plateaux techniques et usagers, puisque à partir du 1er janvier 2022, dans l'espace numérique de santé, chaque citoyen aura son adresse de messagerie sécurisée dans l'espace de confiance MS Santé et donc pourra recevoir des mails en provenance du système de santé par un canal sécurisé dans le même espace. Donc, vous voyez, l'utilisation, la création des boîtes mail, les messages échangés font qu'augmenter, y compris dans le secteur médico-social. L'utilisation de MS Santé pour s'échanger des données structurées, notamment les comptes rendus de biologie, ça avance. Il y a de plus en plus de laboratoires, d'acteurs, d'industriels qui intègrent les choses. C'est une alerte avec toujours un sujet qui n'est toujours pas suffisamment résolu et sur lequel il y a un effort à faire, c'est qu'il y a encore beaucoup trop d'usages sur la version V1 d'ApplyCrypt et donc pas assez de migration sur la V2 qui est compatible avec l'espace de confiance MS Santé. Donc, c'est un de nos points de vigilance. Voilà, c'est trentaine d'éditeurs qui ont été recensés compatibles sur MS Santé. Et c'est le lancement de premières expérimentations en 2020 de POC, de preuves de concept sur le concept de messagerie sécurisée de santé à destination de l'usager, du patient. C'est le DMP qui a été forcément avec la crise Covid, on n'a pas poussé en fait l'idée de créer, de mettre la pression pour ouvrir des DMP dans la mesure où on sait qu'au 1er janvier 2022, la loi maintenant l'intègre, il va y avoir un opt-out, c'est-à-dire une création automatique avec l'EMS d'autant de DMP qu'il y a de Français. Donc, le focus n'a pas été mis pour pousser à faire plus d'ouverture de DMP, mais à travailler sur le cœur technologique du DMP pour faciliter l'alimentation du DMP. Donc, le DMP
est en train d'être transformée pour être une brique socle apaisée, comme on l'avait annoncé, avec des connecteurs ANSI qui seront plus modernes, qui permettront de façon plus simple de stocker de la donnée structurée, accessible au système d'information tiers, mais aussi pour être capable d'être intégré au sein du futur espace numérique de santé qui sera ouvert à tous les citoyens français en 2022. C'est le lancement sur une commande politique du SAS, du service d'accès aux soins, avec un outil numérique derrière, donc avec 22 sites pilotes qui ont été désignés en novembre 2020 que vous voyez sur la carte, avec un lancement de pilote dès janvier et qui vont servir à avoir un retour d'expérience de ces pilotes avec diverses solutions pour un retour et diffusion d'un document de cadrage national à peu près à l'automne 2021 pour démarrer une généralisation de cette offre de services rapides d'accès aux soins pour désengorger les urgences, pour savoir où aller, où accéder rapidement à des rendez-vous médicaux en cas de besoin d'urgence sans engorger les services d'urgence. Donc, avec ce cadrage national documenté à l'automne et un début de généralisation fin de cette année et début 2022. C'est le projet e-prescription qui continue selon le calendrier annoncé par la CNAM de la e-prescription, vous le savez, avec des expérimentations qui ont démarré en juillet 2019 avec des médecins, 70 médecins connectés, 200 000 prescriptions réalisées avec 58 pharmacies, 6 éditeurs autorisés qui ont été retenus dans le cadre d'un appel à candidature. C'est le démarrage avec la publication JO fin de cette année de la généralisation de la e-prescription au plus tard au 31/12/2024 avec un élargissement de la e-prescription du médicament à l'ensemble des prescriptions, y compris les prescriptions d'actes. C'est le déploiement des outils de coordination, donc notamment tout le programme e-parcours. Bon, vous avez sur la carte les régions qui se déploient avec les premiers cas d'usage significatifs. Il faut que vous ayez en tête à peu près qu'il y a 132 projets territoriaux d'outils de coordination qui ont été identifiés. Ça représente des populations totales qui peuvent être ciblées d'à peu près 44 millions. Voilà, avec des premiers services de coordination en Occitanie, Centre-Val de Loire, Grand Est, avec les premières atteintes des cibles d'usage en Bretagne, Bourgogne, Franche-Comté, Nouvelle-Aquitaine. Voilà, avec un premier état des lieux, avec des guides qui sont en train de se mettre en place, les régions qui travaillent ensemble pour déployer ça. On reste dans le calendrier multi-annuel et pluriannuel qui avait été annoncé au début, dès le départ par la DGOS. Espace numérique de santé, vous imaginez, c'est quand même, c'est ultra structurant pour la santé en France. Et l'espace numérique de santé, ce n'est pas qu'un projet d'État, c'est un projet collectif. Ça marchera si tout le monde joue le jeu de l'espace numérique de santé pour que le citoyen il ait quelque chose de bien, Donc, c'est bien sûr l'État qui joue le rôle d'État-plateforme, et donc qui construit une plateforme ouverte à chaque citoyen français au 1er janvier 2022. Donc, dans l'espace numérique de santé, je rappelle, il y a 4 briques natives, le DMP, la messagerie sécurisée de santé ouverte aux citoyens, un agenda qui consolide les événements santé et un store, c'est-à-dire un magasin numérique des applications développées par l'écosystème. Donc, l'État joue le rôle plateforme. Il fait des briques de base et les services numériques à valeur ajoutée pour la prévention, pour les parcours de soins, pour les rendez-vous, pour je sais pas quoi, des digital thérapeutiques, tout ce que vous voulez, c'est l'écosystème qui va le publier à l'intérieur du store de l'espace numérique de santé. Et le remplissage de données à l'intérieur du DMP, ça va dépendre de tout le système de santé. Et donc, on est tous solidaires et tous co-responsables de la réussite de cet espace numérique de santé pour le citoyen. Donc, le marché, avec un énorme boulot de l'assurance maladie, franchement, ça a été bluffant la vitesse à laquelle ils ont construit le marché, notifié, etc. Avec un énorme travail qui a été notifié en novembre 2020 avec un titulaire. Avec un premier appel à candidature pour les premières apps du store, on espère sélectionner entre 20 et 30 applications qui vont être intégrées, qui vont nous aider à débugger l'espace numérique de santé, les liens, les API, le processus de référencement,
et qu'on va notifier courant janvier. Donc, un appel d'offres qui a été ouvert en novembre 2020. Ça ne veut pas dire que c'est le seul appel d'offres qu'il y aura. Il y en aura plein d'autres, mais on voulait sélectionner entre 20 et 30 apps pour démarrer et roder un petit peu tout le système. C'est le déploiement d'un test sur la messagerie citoyenne qui a démarré dans un certain nombre d'établissements. C'est en 2021, en juillet, une première phase pilote de l'espace numérique de santé. On vise à peu près 1,3 million de personnes avec un premier test. Il n'y aura pas toutes les briques de l'ENS, mais il y en aura quelques-unes, voilà, pour tester, roder, etc. C'est un sondage réalisé par OpinionWay pour voir un petit peu ce que pensaient du principe et du concept de l'espace numérique de santé voilà, les Français. Et globalement, ce qui a été retenu de positif, c'est qu'ils disent que si quelqu'un doit créer ce concept de plateforme numérique ouverte avec un store, etc., ça doit être porté par l'État, par les pouvoirs publics. Donc ça a été plébiscité dans le concept. Voilà, donc c'est pour moi l'année 2021. C'est bon, voilà, vous imaginez, on n'a pas beaucoup de temps pour fabriquer l'espace numérique de santé, mais on va vraiment bosser d'arrache-pied pour le sortir au 1er janvier 2022. Mais c'est aussi voilà, tout un travail qui va être fait avec un comité citoyen, avec des ateliers avec les professionnels de santé. On va, je pense, recommencer une grande concertation autour de l'espace numérique de santé pour co-construire les fonctionnalités, les cas d'usage, les cas de succès, les parcours cibles, comment accélérer l'alimentation en données à l'intérieur de l'espace numérique de santé avec l'ensemble des industriels, des professionnels et des établissements. Donc ça va être un énorme axe en fait sur l'année 2021 pour que début 2022, ben voilà, on s'engage dans cet espace numérique de santé qui sera pas parfait au démarrage, mais qui sera vraiment la base pour proposer enfin un vrai service de santé citoyen ouvert, digne de ce nom et suffisamment riche. Donc là, vous avez voilà, quelques exemples de choses qui ont été faites aussi à destination des citoyens, notamment avec un focus sur santé.fr, hein, donc ce qu'on appelle le service public d'information en santé. Voilà, on voit hein, que quand on propose des services simples et importants pour les gens, ben, ça marche. Hein. Vous voyez en bas à gauche de ce slide ben, l'utilisation de la cartographie des lieux de dépistage sur santé.fr. Voilà, c'est des recommandations sur les fake news en santé. C'est le site de référence maintenant pour les essais cliniques en cours en France qui avait été beaucoup demandé par les associations de patients. Donc voilà, moi je crois, pas que l'État, mais on est capable collectivement de proposer plus de services et de meilleurs services progressivement aux citoyens en matière de numérique en santé. Le parallèle de l'espace numérique en santé, donc en miroir, c'est ce qu'on appelle le bouquet de services aux professionnels. Hein, vous avez dans la colonne de gauche, là sur le transparent, hein, pour être très schématique, c'est en gros une évolution de l'offre de service Amélie Pro, plus apaisée, plus large, plus référencée, etc., avec plus de services et avec une identification voilà, de normes permettant d'appeler des services numériques de santé à destination des professionnels de santé sans avoir besoin de se déconnecter, reconnecter, rechercher son patient, que ça soit fluide en termes d'usage pour les professionnels de santé. On voit bien pendant la crise Covid que quand on est depuis son logiciel de cabinet médecin, on utilise les services Amélie Pro, s'il faut se déconnecter, se reconnecter pour utiliser SIDEP, vaccin Covid, contact Covid, etc., ça devient un enfer. Donc, standardiser tout ça pour que ça devienne fluide dès lors qu'un professionnel de santé utilise plusieurs services, c'est ça tout l'enjeu de ce bouquet de services. Donc là, voilà, c'est un travail qu'on publiera courant 2021. C'est bon, le Health Data Hub, bien que vous sachiez que ce n'est pas du tout porté par moi, mais par l'équipe de Stéphanie Combe. Donc, avec cette année un appel à projet organisé dans le cadre d'un grand défi avec, vous voyez, 138 candidats, 10 projets retenus, tout un tas de projets expertisés, l'accompagnement d'utilisateurs du Health Data Hub avec des kits de démarrage, des outils pédagogiques, avec l'accompagnement d'associations de patients. Et c'est aussi l'équipe du Health Data Hub qui a piloté toute la task force data et Covid, voilà, avec les premiers travaux voilà, d'utilisation des données de santé dans le cadre d'une crise épidémique. C'est évidemment la télésanté qui s'est quand même
évidemment, Oui, le CV. énormément développé pendant cette crise avec un énorme boom des téléconsultations. Hein. On est passé de 400 000 téléconsultations annuelles au plus fort de la crise en mars-avril à 1 million par semaine. Donc, bon, voilà, ça a complètement explosé. Vous êtes au courant de tout ça, évidemment. C'est aussi des travaux en cours dans le droit commun de la télésanté avec les négociations conventionnelles sages-femmes et chirurgiens dentistes, un travail sur le périmètre de financement du droit commun de la télésurveillance. Donc voilà, c'est pas encore entré dans le droit commun, mais en tout cas, il y a un travail qui est instruit. Donc moi, j'espère qu'en 2022, pour 2022 ou fin 2021, on va aboutir. C'est le texte d'application sur le télésoin avec négociation conventionnelle. Et c'est l'ouverture de la sollicitation pour une téléexpertise non médicale, voilà, avec la publication de référentiels fonctionnels socles, voilà, et de volets de contenu de télémédecine dans le cadre d'Interop. C'est le programme Open porté par la DGOS voilà, qui se déroule selon le calendrier prévu avec 1440 établissements retenus pour les financements. Vous avez 1700 projets accompagnés. On voit que la majorité se porte sur dossiers patients informatisés et l'échange, le partage de données, ce qui est intéressant hein, puisque c'est typiquement les priorités de la feuille de route MS Santé et DMP. Voilà, avec une centaine d'établissements qui ont atteint les premières cibles d'usage et puis tous les différents outils, webconférences, guides, journées, l'ANAP voilà, qui accompagne aussi tout ça. Alors, un autre axe qui a été vraiment, je dirais, je voudrais voilà, féliciter, remercier tout le monde, à la fois côté ministère, ANS, CNSA, ANAP, mais surtout les acteurs de terrain, voilà, du terrain, du médico-social. Ben, il y a un truc qui a vraiment bougé dans le médico-social cette année, quoi. On le disait, on n'avait pas trop les sous au début, clairement, mais là, ça y est, on a et les sous, et les acteurs, et la vision, et la trajectoire qui non seulement se dessine, mais se met en œuvre. Donc, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait de concertation avec un gros soutien CNSA, ANAP, ANS sur le sujet, avec une concertation très élargie et très active de tous les acteurs autour d'une trajectoire du numérique adaptée au médico-social, avec des webinaires, des masterclass. Voilà, c'est le plan ESMS numérique et la phase d'amorçage pilotée par la CNSA qui a été lancée. Donc 30 millions d'euros d'amorçage sur 2020-2022 avec le lancement d'un marché national porté par le RESA, avec une publication d'une instruction technique qui s'est faite en décembre et avec un financement qui est ciblé sur environ 800 établissements gérés par 40 à 50 organismes gestionnaires. Mais c'est surtout, voilà, c'est historique, hein, je pense que c'est jamais arrivé dans l'histoire de l'e-santé en France, dans le cadre des financements Ségur, un effort d'investissement historique de 600 millions d'euros dédiés au médico-social sur 2021-2025, à la fois pour poursuivre les efforts d'équipement, voilà, infrastructures informatiques, dossiers d'usagers informatisés, acteurs, mutualisation de compétences SI pour accompagner les établissements sur le terrain, avec une cible d'arriver à la fin de ce plan, d'avoir financé en matière de numérique pour de l'équipement, DUI, infrastructures, ressources humaines, 70% des acteurs de ce secteur au terme du programme. Donc, un projet et un programme d'une très grosse ambition. Et surtout, voilà, moi, je voulais dire que je ressens de cet écosystème médico-social une super dynamique, un super état d'esprit et une vraie volonté d'avancer. Donc, je prends le pari qu'ils vont vraiment accélérer le sujet voilà, dans les prochains mois et les prochaines années. C'est un autre sujet hyper ingrat. Bon, voilà, et je remercie encore voilà, les gens qui, dans l'ombre, travaillent sur ces sujets qui sont ultra utiles pour nous tous, mais qui ne sont pas du tout sexy. Voilà, on n'a pas du tout souvent envie de mettre les mains dans le cambouis là-dedans. Donc voilà, ANS, DNS, acteurs de l'écosystème, industriels ont vraiment travaillé main dans la main pour travailler sur la question de l'opposabilité des référentiels. Voilà, c'est des chantiers juridiques compliqués, donc avec un vrai diagnostic. Vous voyez le petit tableau qui est en bas à droite en disant voilà quel texte nous manque, voilà, quel type de texte, à quel horizon on peut les publier, celui-là n'est pas cohérent avec celui-là, etc. pour rendre tout cohérent en matière d'opposabilité de la feuille de route du numérique en santé, avec
un énorme boulot de constitution et de développement d'un outil en ligne qui s'appelle Convergence, dans lequel tout le monde est invité à déclarer l'avancement de la convergence à la doctrine du numérique en santé. Donc, avec toutes les régions, toutes les ARS grades qui ont renseigné l'outil, les résultats ont été publiés fin d'année, avec 252 industriels inscrits, 150 qui ont produit les données, avec des premières publications de résultats. Bref, cet outil Convergence qui marque en fait cette espèce de mesure par autodéclaration pour l'instant, en tout cas de convergence à la doctrine qui va de plus en plus être rendue opposable, franchement, il y a un très fort engagement des acteurs, un gros travail des agents publics sur le sujet. Et je voudrais les en remercier parce que c'est la base de la base, ça. Et tant qu'on ne sera pas totalement carré sur le sujet, on ne pourra pas dire qu'on avance collectivement. C'est la DGOS qui avance sur une des actions qu'on avait annoncées dans la feuille de route d'un vrai référentiel et d'un système de certification des systèmes d'information hospitaliers, donc des SIH, avec une vraie logique de démarche qualité, pour qu'on arrête d'avoir plein de petits référentiels, plein de petites injonctions en fonction des programmes, et un seul référentiel SIH audité, un peu dans une logique de démarche qualité. Donc, le premier groupe de travail a été lancé cette année. Bon, on a un peu galéré pendant la crise sanitaire, on l'avait mis en pause, mais ensuite on l'a repris dès la rentrée de septembre. C'est des travaux pour intégrer dans le référentiel qui va s'appeler Maturin, maturité des systèmes d'information du numérique hospitalier. C'est un objectif de publier une V0 de ce référentiel concerté en 2021 et de faire une première évaluation dans des établissements pilotes entre mars et juin 2021 pour publier en juillet 2021 une première V1 du référentiel un petit peu stabilisée, bien sûr, qui sera amenée à évoluer. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que notre intention, et je l'avais annoncé dès le début de la feuille de route, c'est que à l'intérieur de ce référentiel, il y aura évidemment tous les critères de la maison, etc., plus d'autres éléments de pilotage, de gouvernance, et qu'ensuite les autres référentiels, type HAS, type financement IFAC, pointeront sur le résultat de ce qu'on a eu lors de cette évaluation, de cette certification Maturin. Voilà, pour rationaliser un petit peu toute la démarche qualité système d'information hospitalier. C'est là, pour répondre un petit peu, je crois que c'était Evelyne qui avait posé la question tout à l'heure sur les rapports issus des groupes de travail du Conseil du numérique en santé. Il y a eu un travail qui a été fait par ce groupe qui, encore une fois, ce n'est pas un groupe du ministère, c'est des gens de terrain qui se sont portés volontaires pour travailler sur tout ce qui pouvait être témoignage autour des bénéfices concrets de la e-santé pour les gens. Parce que souvent on dit, par défaut, ça doit être bien d'informatiser, mais on ne se dit pas, mais in fine, ça apporte quoi concrètement en gain objectivable, à la fois pour les patients, pour les usagers, pour les médecins, etc. Donc là, on a demandé un appel à témoignages de gens qui avaient fait du travail déjà un peu structuré d'analyse et d'objectivation des bénéfices de la e-santé. Vous avez l'ensemble des dossiers reçus, on est en train de déployer tout ça. Et on publiera les enseignements de l'analyse de ces dossiers qu'on rendra public à tout le monde. Donc ça, c'était un des groupes de travail qui avait voulu se constituer au CNS sur ce sujet-là. C'est aussi issu des groupes de travail du CNS. Donc là, c'est devenu quelque chose de ultra concret. Le portail, le guichet national de l'innovation des usages en e-santé qui s'appelle Genius. Voilà, c'est un site web qui a été conçu, co-construit avec le terrain, avec en mode ultra agile et ultra co-construite, avec plein d'acteurs mobilisés, des ateliers de co-conception en mode agile. C'est un énorme boulot de coordination d'Alberto, de David Senati, voilà, qui ont sorti un site maintenant de référence pour les startups, pour les industriels, qui rend lisible la feuille de route, qui donne des contacts, qui explique où on en est, qui donne des trucs, qui publie des podcasts de témoignages, voilà, qui aide à chercher des financements. Bref, c'est voilà, un point d'entrée simplifié, ergonomique et co-construit avec l'écosystème pour faciliter l'appropriation du numérique en santé en France avec voilà, toute une inauguration. Et vous voyez,
voilà, un réel succès de ce site qui va continuer d'évoluer, d'être dynamisé. Donc ça, c'est un des résultats concrets d'un travail avec les gens de l'écosystème qui avaient voulu se saisir en disant au début de la feuille de route, au premier CNS, il faut faciliter ça pour les start-upers, pour les industriels. Et donc, voilà, ça c'est un exemple très concret du travail en commun avec les gens de terrain de l'écosystème, main dans la main avec les pouvoirs publics. C'est le GT Filière qui est en train de travailler pour essayer de trouver les axes clés politiques et de structuration d'une politique pour essayer d'accélérer la création d'une vraie filière économique du numérique en santé en France, avec des sous-groupes, un travail, etc. Et un rapport qui a été publié qui fixe 3 axes qui vont maintenant être creuser, travailler, arbitrer, décliner de façon opérationnelle. La circulation maîtrisée des données de santé au service de l'intelligence et de la recherche, qui a été considérée comme une première priorité. La logique de participation proactive de tous, voilà, à nouveau, donc ça converge avec nos convictions profondes. Et puis, c'est aussi travailler sur des modèles économiques inclusifs qui soient soutenus évidemment par des financements à la hauteur des enjeux, donc avec un vrai sujet aussi d'imaginer peut-être des mécanismes de financement du futur par rapport à la e-santé et adapté à ce que va être la e-santé dans le futur. C'est aussi une des actions qu'on avait annoncées dans la feuille de route, un appel à projet, c'est le premier, il y en aura d'autres, qu'on appelait structure 3.0. C'est faire des appels à projets ciblés pour là tirer vers de l'innovation. Donc là, c'est pas financer les services socles, c'est financer l'innovation. Donc, vous voyez, on avait décidé, on trouvait que c'était bien en 2020 de faire notre premier appel à projet structure 3.0 dans le secteur social et médico-social. Ça a eu un très gros succès avec plein de webinars, plein de candidatures reçues, plein de personnes de l'écosystème qui se sont désignées volontaires pour faire partie du jury, et puis 10 lauréats retenus avec des projets qui vont être soutenus, innovants et soutenus financièrement. Voilà. Et donc, ce système d'appel à projet ciblé, il y en aura d'autres en 2021 pour soutenir l'innovation. C'est tout un travail autour de la formation avec l'ANS qui a vraiment, en période de crise, déployé de façon massive les webinaires avec beaucoup de succès, de connexion. C'est l'ANAP qui a beaucoup travaillé pour faire des webconférences, pour publier des référentiels de compétences, pour animer des réseaux, là, pour continuer à être vraiment dans cette acculturation. Et c'est le travail du groupe formation du CNS, qui est en train de travailler sur l'étude d'un dispositif en ligne de valorisation et de certification des compétences en santé numérique pour les professionnels de santé. Voilà, avec un premier pilote qui va être normalement réalisé, je pense, sur le premier semestre 2021. C'est ce qu'on avait dit aussi, c'est des temps un peu festifs, avec un événement un peu sympa où on voulait vous dire qu'on était trop fiers de vous et super fiers de ce que vous faites tous, tous les acteurs de la e-santé en France avec les talents de la e-santé, beaucoup de candidatures, des gagnants et une super manifestation en ligne. Ça aurait été plus sympa d'être tous ensemble, mais bon, ça a quand même été vraiment super et encore bravo à tous, pas uniquement les gagnants. Et c'est un événement qu'on reproduira dorénavant chaque année. C'est des ateliers citoyens et c'est toute une dynamique, je l'avais annoncé aussi au tout début de la feuille de route. Donc, non seulement des ateliers citoyens sur les territoires avec un rapport de résultats de ce qui a été fait, travailler, concerter avec des citoyens dans plein de cas d'usage, handicap, grosse métropole, territoire reculé, etc., etc. C'est une deuxième phase avec un panel et puis une étude quantitative et à nouveau avec un rapport pour sentir comment les Français ressentent ce qu'ils veulent du numérique en santé. Je vous conseille ce rapport qui est vraiment édifiant sur la façon dont les citoyens, parce que ça a été fait vraiment par l'ANS et c'est de super qualité, c'est vraiment édifiant sur la façon dont les citoyens sont en train d'évoluer, notamment probablement aussi avec la crise Covid, vers une appétence sur les sujets du numérique en santé qui ne vont pas uniquement rester un sujet d'experts, mais un vrai sujet citoyen et donc grand public. Et puis, c'est un événement de fin d'année qu'on reproduira aussi chaque année,
que sont les assises citoyennes, où là, ce sont les citoyens qui parlent et c'est nous qui écoutons. Donc voilà, avec un super événement qui avait été animé par Michel Simès, avec des citoyens témoins, des philosophes, des gens qui ont parlé, mais vu du citoyen, ce que doit être et ce qu'ils veulent que soit le numérique en santé. Et puis, c'est cette année, dans le cadre de l'accompagnement, du déploiement et du développement de l'espace numérique de santé, on va créer un vrai comité citoyen du numérique en santé pour nous accompagner. Voilà. Ensuite, on a intégré une nouvelle personne à la DNS, Isabelle Zablit, parce qu'on savait qu'on n'était pas suffisamment présent au niveau européen, international. Donc là, cette année, on a vraiment mis les bouchées doubles pour revenir dans le match, donc intégrer à la fois les réseaux d'experts en Europe, intégrer les projets européens, faire peser notre vision, faire peser notre voix, rayonner aussi. Voilà, on assume aussi qu'on est fier de ce qui est en train de se mettre en place en France. Et voilà, et on communique de plus en plus au niveau européen sur ce qu'on est en train tous de faire collectivement. Et c'est d'intégrer un volet chaque fois international, contexte européen, dans chacune des briques de la maison, dans chacune des choses qu'on porte. Voilà, vraiment s'astreindre maintenant à s'étendre à une vision internationale européenne. Donc là, on est en train de structurer ça et ça avance très, très vite. Je suis vraiment très content de la dynamique que c'est en train de prendre depuis quelques mois. Alors que je n'étais pas trop à l'aise jusqu'à présent parce que je trouvais qu'on n'était pas suffisamment présent. Alors très vite, beaucoup d'entre vous sont déjà au courant, mais bon, je le redis parce que souvent il peut y avoir des incompréhensions. Donc, c'est un focus sur le financement Ségur. Donc Ségur, ça a été décidé en juillet par Olivier Véran et par le gouvernement d'investir 2 milliards dans l'e-santé en France, pas pour réinventer une feuille de route et une nouvelle maison, mais pour accélérer la construction de la maison. Avec 1,4 milliard pour accélérer le partage sécurisé de données de santé via le DMP et via la messagerie sécurisée de santé et les 600 millions d'euros dédiés au secteur médico-social. Donc, vous voyez sur le petit schéma de droite, pour le patient ou entre acteurs de santé, pharmaciens, établissements de santé, médecins de ville, sanitaires, médico-social, biologie, radiologie, les données clés dont on a besoin pour les parcours de soins, on met de l'argent dans un délai court pour accélérer la mise aux normes des logiciels et le partage des données de santé. Les 4 briques clés que vous voyez en bas sur lesquelles on va mettre le focus, l'argent, les moyens, la pression réglementaire, etc., prioritaire pour 2021 de la feuille de route, c'est le DMP, la messagerie sécurisée de santé, l'INS et ProSanté Connect. Donc, c'est les 4 briques essentielles que chaque industriel doit implémenter en 2021. Donc, derrière ça, on s'organise avec une gouvernance par ce qu'on appelle des couloirs pour le médico-social, pour les hôpitaux, pour les biologistes, pour les radiologues, pour les médecins de ville, où on leur dit, ben voilà, on veut accélérer le partage, par exemple pour l'hôpital, des données de sortie. Voilà, le compte-rendu d'hospitalisation, voilà, ou la lettre de liaison. Pour la biologie, les résultats de bio. Pour la radiologie, d'abord les comptes rendus, puis les images. Pour la médecine de ville, le volet de synthèse médicale, les prescriptions, etc. Ça, là, via DMP, via messagerie sécurisée de santé, en intégrant les services socles INS et ProSanté Connect, on va le financer de façon massive pour les industriels, pour les acteurs, pour les professionnels, pour les établissements, pour tout le monde, à condition qu'en fait ça, on ait des résultats dans des délais courts. Et vous voyez bien que si ça, on arrive à le faire et à accélérer ça en 2021, ça va être gagnant et pour les professionnels établissements dans le cadre des parcours de soins, mais aussi pour le citoyen français avec l'arrivée de son espace numérique de santé début 2022. Donc voilà, donc il y aura voilà, des mesures incitatives, donc avec le financement Ségur, mais aussi des mesures coercitives, hein, je le dis depuis le début, avec des textes d'opposabilité, tout le volet opposabilité, le renseigner convergence, avec, voilà, dans le cadre de la loi OTSS et dans la loi ASAP, et ben voilà, l'obligation de partage des données de santé, le conditionnement de certains financements, voilà, et côté ville et côté hôpital. Voilà, on annonce ça, on propose, on incite, etc. Mais il faut aussi maintenant que tout le monde y aille. Donc, avec un calendrier que vous avez à l'écran, voilà, 2019, qui était le début, le Tour de France du numérique, le portage de la vision. 2020, on a construit tous les services socles et on est en train de le déployer. 2021, c'est l'accélération grâce au Ségur du déploiement de ces services socles.
et qui doit être l'année qui aboutit fin 2021 à l'année du citoyen avec l'ouverture de l'espace numérique de santé. C'est ça notre trajectoire, c'est ça que j'ai en tête et ce que nous avons en tête depuis le début, avec vraiment franchement très très peu de retard par rapport à la feuille de route. Je dirais même que sur la plupart des actions, on est plutôt même un petit peu en avance par rapport à ce qui avait été annoncé. Voilà, j'en ai fini. Je voulais à nouveau que vous ne pensiez pas que c'est que les acteurs publics qui font tout, mais c'est vous tous. Et je voulais encore vous remercier de cet engagement collectif. Je vous le dis très sincèrement et sans emphase, je pense que si on ne lâche pas l'affaire comme on a fait en 2019 et en 2020, si on continue en 2021 sur le même rythme, on est vraiment collectivement en train d'écrire une page de l'histoire de l'e-santé en France. Et bien sûr que tout ne sera pas résolu et tout ne sera pas parfait, mais on pourra vraiment dire qu'il y a eu un avant et un après et collectivement, on pourra être vraiment fiers de nous. Voilà, et merci à tous encore.